Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Une nouvelle fois, on avait un joli call là hier sur la direction du BTC. Le prix est monté cette nuit. Je vais vous expliquer pourquoi il est monté. Je vais vraiment vous rentrer dans les détails. On va faire un deep dive, un saut en profondeur dans qu'est-ce qui s'est passé là exactement. Et puis, on en profitera aussi si jamais on a le temps pour aller analyser. J'ai déjà oublié Rennes, voilà, Rennes. Parce que ça m'a été demandé sur le Discord par les abonnés qui sont sur le Discord. J'en profite pour faire l'appel à l'abonnement. Comme d'habitude, n'hésitez pas, si ce contenu vous plaît, à aller liker, poser un commentaire et éventuellement vous abonner, activer la cloche des notifications. Cette chaîne n'a rien à vendre, donc du coup, c'est vraiment comme ça que vous pouvez soutenir mon initiative qui est de faire une vidéo par jour sur le BTC et sur d'autres assets crypto. Donc, on rentre ici dans le vif du sujet. Je vous ai expliqué qu'il y avait une jolie bougie cette nuit. Je vais vous expliquer pourquoi elle a eu lieu. Je vais vous expliquer quelle teneur elle a, c'est-à-dire est-ce que c'est un short squeeze, ça veut dire, donc du coup, est-ce qu'on est venu prendre les liquidités des shorters, tout simplement, ou alors est-ce qu'il y a une vraie raison fondamentale à ça? Et je ne vais pas tenir en haleine, là, ici, comment dire, je ne vais pas vous tenir en haleine jusqu'à pas d'heure. C'est relativement simple. Il y a à la fois une raison de sentiment à ça, c'est-à-dire de liquidité, effectivement, il y a eu effectivement un short squeeze, mais il y a aussi une raison fondamentale. Et en fait, elle a trait au titre de ma vidéo d'hier qui était sur les régulations US crypto. Je savais que ces régulations allaient sortir cette semaine, je ne savais pas qu'elles allaient sortir aujourd'hui, et elles sont sorties aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, Biden qui sort un décret avec plusieurs axes. Finalement, décret très neutre, je trouve. Enfin, il y a pas énormément de choses puissantes en termes de décision. Voilà. On est plutôt sur de la protection des investisseurs. On est plutôt sur la réflexion, est-ce que ça serait pas le futur de l'argent que Bitcoin? On est aussi sur la réflexion sur un CBDC, donc une monnaie de banque centrale, un dollar numérique qui serait sorti, enfin qui serait issued, qui serait sorti, voilà, qui serait produit par la Fed. Et puis tout ce qui est bien entendu lutte contre le crime et un petit volet un petit peu sur cette partie qui est entre guillemets que Bitcoin pourrait aider les Russes à contourner les sanctions, donc attention à ça, etc. Donc je vous l'avais déjà dit hier, je vous avais dit que ça serait probablement quelque chose d'assez timide. Et ben là, c'est vraiment le cas. Et qu'est-ce qui s'est passé cette nuit? C'est qu'en fait, pourquoi cette news elle est sortie aujourd'hui, mais cette nuit, on a Janet Yellen qui est la secrétaire du Trésor américain. Et là, vous voyez, c'est ce qui est écrit ici, euh, qui a publié un tweet cette nuit sur ce fameux décret. Alors, elle a peut-être appuyé sur tweet un petit peu rapidement. Elle a dû se faire un petit peu engueuler, Janet, parce que tout ça, bien entendu, a fuité ensuite. Et puis, donc là, c'est le tweet que vous voyez en question. Tout ça a fuité. Et en fait, la grande peur qu'on avait ici sur, sur cette descente-là, qui était un petit peu un FUD par rapport à la régulation des crypto-monnaies, et la grande peur qui était sur cette descente-là, vous comprenez que chaque action de prix a aussi plus ou moins comment expliquer ça? Sa raison fondamentale, et là en l'occurrence c'était la peur un petit peu de cette régulation-là qui a fait baisser, qui a fait pression sur le prix à la baisse ici. Du coup, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, donc là ici, le prix est relâché, le prix se détend et il repart vers le haut parce que cette news, finalement, on se rend compte que c'était un sell-off pour rien, une fois de plus, et qu'elle était relativement, ce besoin de régulation était relativement neutre de la part de Biden. Donc il y a plusieurs commissions qui vont travailler là-dessus. On peut imaginer que protection des investisseurs, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, on peut imaginer que les leviers x100 vont définitivement disparaître. C'était le cas, les leviers x20 étaient principalement utilisés aujourd'hui, mais par exemple, moi, j'ai un vieux compte sur Binance, donc du coup, je peux encore faire du levier x100. Il y a beaucoup de gens qui le font encore. Donc protection des investisseurs, à mon avis, ça va être des choses comme ça va être aussi bien cliquer sur des disclaimers quand vous investissez votre argent pour vous dire que vous êtes exposé à des pertes, bien évidemment. Voilà, ce genre de choses relativement habituelles. On est aussi sur un short squeeze, et ça, je vais vous le montrer quand le prix s'est libéré, il a pris le chemin de moindre résistance.
j'explique souvent cette notion dans mes vidéos, c'est-à-dire que le prix ira en fait là où ça arrange tout le monde, mais aussi là où ça coûte le moins cher pour tout le monde de le driver. Ce marché est fortement manipulé, hein, c'est un des marchés les plus dangereux au monde, donc vous vous exposez là ici, bien entendu, à quelque chose d'assez dangereux. Et le prix a pris le chemin de moindre résistance, c'est-à-dire vers le nord. C'est ce que j'expliquais aussi sur ma vidéo d'hier, où je vous disais que 37 200 était pour moi un formidable bottom temporaire, que j'ai acheté d'ailleurs, et que pour moi, je ne concevais pas de revendre avant les 43-44. Bah là, on y arrive un petit peu plus vite que prévu, et je vais vous expliquer ensuite, on ira voir le sentiment sur BTC également, et tout ce qui est order flow. Je pense que sur le fondage, j'ai fait à peu près le tour. On va simplement regarder comment ça se passe aujourd'hui en bourse. Vous voyez qu'on a ouvert ici, et là je suis toujours en daily, plutôt haussier sur le SPX, sur le SP500. USTech, c'est vraiment un indicateur que j'aime beaucoup parce qu'en fait, si vous étudiez le SP500 et le Nasdaq, vous allez avoir des vases communicants. Il y a les très grosses entreprises qui sont dans les deux et qui ont des très fortes capitalisations, donc du coup qui font bouger l'indice fortement. Donc finalement, vous allez regarder un petit peu la même chose vous n'allez pas regarder la même chose, mais vous allez avoir un biais un petit peu si vous essayez de comparer les deux, etc. Là, c'est les 100 plus grosses actions tech américaines, donc du coup, vous n'avez pas ces vases communicants-là et vous avez une direction. Et moi, je considère que Google est un petit peu comme une des 100 plus grosses capitalisations américaines, puisqu'il est à peu près de la taille d'Apple actuellement en termes de market cap. Donc, on peut vraiment se dire que c'est comme une start-up qui va suivre le marché en fonction des arbitrages d'une action tech. Donc du coup, joli rebond sur les marchés. On voit que le pétrole s'est mis à corriger légèrement, c'est normal. Il y a eu un sell de news du ban US, ça j'avais expliqué déjà aussi hier dans ma vidéo où je disais que bah, forcément ça vend maintenant, les gens prennent profit sur une rumeur. Les États-Unis vont bannir le pétrole russe et là actuellement ils prennent profit, donc ils prennent leur profit là-dessus. Donc ça, c'est une première chose importante à comprendre. Je vous avais expliqué hier aussi que bon, pour les États-Unis, c'est relativement indolore cette mesure, puisque le pétrole représente entre 3 et 7%. Le pétrole russe utilisé aux États-Unis représente entre 3 et 7% du pétrole utilisé, donc pas grand-chose. En Europe, c'est pas vraiment la même chose, parce qu'on est plutôt autour de 15-20%. Donc, à mon avis, c'est une mesure qui ne sera pas prise en Europe, parce qu'on a un petit peu trop besoin du pétrole et du gaz russe surtout. Et bien entendu, Poutine avait dit, bah, si vous voulez plus de mon pétrole, moi je ne vous donnerai plus mon gaz non plus. C'est-à-dire, on ferme les robinets, caillez-vous les meules maintenant et allez cuire des steaks sur une plaque vitro-céramique. Voilà, il est important de comprendre aussi que le gaz peut servir à produire de l'électricité. Le gaz est très important pour l'industrie, etc. On pense tout de suite évidemment à notre chauffage, mais le gaz a aussi bien entendu d'autres usages. Donc ça, c'est très important à comprendre aussi. Voilà, CAC 40 qui fait un joli rebond aussi aujourd'hui. Vous voyez que ici, donc l'argent revient sur les actions françaises, etc. Donc on a un joli signe de bottom ici aujourd'hui sur la plupart des places boursières mondiales, y compris celle qui a une guerre à sa porte, c'est-à-dire l'Europe. Est-ce que c'est un rebond temporaire ou pas? En tout cas, sur les marchés, on ne peut pas encore vraiment le dire. Ça dépendra bien entendu de la narration au niveau belligérante, au niveau militaire, etc., qu'on va avoir dans les prochains jours. Point de vue intéressant aussi, c'est qu'on a le Dixie. Donc le Dixie, c'est quoi? C'est le dollar face à un panier de devises, c'est-à-dire quelle est la force du dollar, qui est littéralement en train de relativement bien corriger. Ici, je pense qu'on est sur une baisse de 3 ou 4%. Un peu moins, 2% ici entre hier et aujourd'hui, et on voit que ça continue. Et on a le gold aussi qui avait pété cette résistance des 2000 et qui finalement là est en train de réintégrer et de potentiellement la retester comme un support. On va aller voir ici où ça va, mais ça veut dire quoi? Pour les assets les plus sûrs, les assets qui sont le cash et l'or, finalement, le marché accepte de retourner sur du un peu plus risqué. Je vous l'ai dit aussi, et c'est très important, demain, il y a les chiffres de l'inflation de février qui vont sortir à 14h30, donc attendez-vous à une bougie. Elle dépendra bien entendu du chiffre qui va sortir, donc il va falloir comment dire, l'appréhender en amont. Et là, en l'occurrence, la dernière fois, quand les chiffres étaient moins bons,
que ce qu'on avait pensé, c'est-à-dire que les chiffres étaient moins bons que les chiffres de janvier de l'année dernière. Donc, quand on a eu les chiffres de janvier, voilà, ils étaient de 0,6 ou 0,7, je ne me rappelle plus à l'époque, et ben on avait une hausse de l'inflation par rapport à l'année d'avant. Donc, tout le monde avait anticipé le fait que la Fed remonte ses taux plus rapidement. Et cette narration de rehausse des taux de la Fed est très importante pour le marché, puisque elle va justement donner aussi des notions d'arbitrage, c'est-à-dire que les capitaux, si jamais en prenant des bons du trésor, des obligations, c'est-à-dire en marchant plutôt avec le côté pas SICAV, mais je sais plus, voilà, obligataire, donc du crédit, vous fournissez du crédit aux entreprises qui en ont besoin, vous êtes bien rémunéré. À ce moment-là, vous n'allez pas prendre des titres de propriété, des actions, des unités de compte, des choses qui sont un petit peu plus risquées à la baisse. Vous comprenez que quand vous faites un crédit, votre argent est garanti par le système bancaire et financier. Donc, quand ils ont une bonne performance au niveau des taux, ce sont des rendements intéressants. Donc, les capitaux naviguent entre ce qui est ce qui est risqué et ce qui est safe. Et là, en l'occurrence, une rehausse des taux de la Fed est relativement mauvais pour tout ce qui est risqué, toutes les actions qui représentent plutôt du portefeuille de croissance dynamique, des choses tech, des choses qui sont vraiment où on peut gagner beaucoup, mais où on peut aussi beaucoup corriger. J'espère être clair dans mes propos. Si ça vous plaît, encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à aller. J'essaye il y a beaucoup comment dire, de gens qui me disent j'aimerais bien comprendre vraiment tout ce que tu dis, etc. Et c'est vrai que je suis assez passionné par ce que je dis, donc j'ai l'impression que tout le monde capte, mais bien évidemment, il faut rentrer un petit peu plus dans le détail sur tous les mécanismes. Donc j'essaye un petit peu de faire cela dorénavant. Donc du coup, voilà, BTC qui repasse les 1 trilliard 8, et ça c'est bien. Et on va parler maintenant de Bitcoin dominance qui reprend vraiment beaucoup de peps là, et qui remonte à 44. Donc est-ce qu'on est sur quelque chose qui pourrait toucher les 47 ici, c'est-à-dire une Bitcoin Season qui revient dans le haut de son range, et le 47-48? Tout à fait possible. Nous ici, on avait dit, regardez, on a cassé cette résistance. Peut-être qu'on est à l'aube d'une alt season. Et bien, en fait, non, le BTC a littéralement repris ici le dessus, bien entendu, à cause de la guerre, à cause de toutes ces choses-là. Il y a eu un sell-off sur les alts. Et aujourd'hui, le premier qui repart, c'est BTC, puisque quand vous voulez revenir sur des assets risqués, vous allez d'abord revenir sur l'asset le moins risqué. Vous allez faire votre entrée progressivement sur des choses qui sont censées moins corriger. Vous allez faire ça un petit peu timidement, un petit peu comme avant de rentrer dans une piscine, quand vous vous mettez de l'eau sur la nuque. Voilà, vous allez être un peu plus timide dans votre manière de re-rentrer sur un marché qui, a priori, est relativement risqué. Donc, joli rebond ici de la Bitcoin dominance, et on va le voir aussi sur l'index Altcoin Season ou Bitcoin Season. Vous voyez qu'on est littéralement, bien entendu, dans la Bitcoin Season actuellement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Comment est calculé cet indice? Bah, c'est simplement les 50 plus grosses altcoins contre Bitcoin. Si jamais 75% des 50 plus grosses altcoins ont performé mieux que Bitcoin, à ce moment-là, on est en altcoin season. Et si c'est l'inverse, à ce moment-là, on est en Bitcoin season. Donc voilà, c'est comme ça que fonctionne cet index aussi. Donc, je vous ai montré le DXY, le gold, etc. Je vous ai parlé de l'inflation demain à 14h30. On aura aussi, bien entendu, une news extrêmement importante, la réunion de la Fed du 15 et 16 mars prochain, qui va nous dire de combien vont augmenter les taux. Et ça, j'en parle dans quasiment chacune de mes vidéos, parce que tout simplement, c'est la raison de ce sell-off sur Bitcoin depuis novembre. C'est la hausse, la narration étant la rehausse des taux par la Fed. Et là, vous voyez qu'on a quasiment la totalité du marché qui prévoit une hausse de 0,25, 0,50 points, enfin 25-50 points sur les taux directeurs des bons du Trésor américain à 30 ans. Enfin, je sais plus exactement qu'est-ce que sont ces taux directeurs. Enfin, je crois que c'est les taux à 30 ans, oui, c'est ça, c'est sûr même. Donc du coup, tout ça drive le marché entier, ça restaure les marges des banques, etc. Ça drive le crédit, ça drive aussi la non-possibilité, plus de difficultés à prêter de l'argent, puisque vous êtes mieux rémunéré quand vous le faites. Donc du coup, moins d'inflation. Ce sont des mécanismes qui sont relativement simples à comprendre, hein, en fait, tout simplement. Vous savez, et je vous l'ai dit, moi, que pour moi, l'inflation, c'est le vol par le crédit, par les plus riches de la valeur travail que vous avez transporté dans le temps, c'est-à-dire votre pouvoir d'achat, c'est-à-dire l'argent. J'ai fait une vidéo dédiée à ça qui est What is money? Qu'est-ce que l'argent? Donc du coup, n'hésitez surtout pas à aller la voir si vous voulez comprendre ces mécanismes-là. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, on sait que 16% de la population américaine a déjà touché aux crypto-monnaies ou a déjà tradé. On sait aussi que 4% environ de la population
capitalisation mondiale. Et là, je pense que vous allez rencontrer mon fiston. Euh, Bonjour à YouTube. Bonjour à YouTube, voilà. Donc ça c'est fait. Allez, maintenant, tu pars, tu vas avec maman, je finis la vidéo et j'arrive, d'accord? Allez, va. Allez, go. Je reviens. Tu fermes la porte derrière toi. Excusez-moi pour ça. Donc du coup, oui, donc voilà, Bitcoin dominance qui fait un joli rebond ici, et ça je vous l'expliquais à l'instant. Ensuite, disparition des gros leviers vraisemblablement sur ce décret des États-Unis. C'est plutôt une bonne chose, sincèrement, parce que le marché est un petit peu trop drivé par les forts leviers en ce moment, et c'est quand même à la fois facile de le lire, mais aussi relativement quand même dangereux pour certaines personnes. Et c'est vrai qu'un peu plus de protection des consommateurs ne serait pas de trop. Une bonne régulation qui va bien. Comprenez bien ici que moi, personnellement, sur le sujet des CBDCs, donc des monnaies de banque centrale, je ne sais plus quel est le terme en français, et ben du coup, moi, je suis plutôt pour. Pourquoi? Parce que je pense que ça peut créer une porte directement des comptes en banque des gens vers les exchanges et voire même directement vers les DEX, les échanges décentralisés. C'est pour ça que cette année, j'ai beaucoup investi sur les échanges décentralisés dans l'espoir que un dollar numérique ou quelque chose qui soit vraiment directement, que vous puissiez directement de votre compte en banque aller acheter des crypto-monnaies. Et je pense que ça sera le cas sous quelques années et que ça va aider à l'adoption parce que tout le KYC des plateformes, etc., est relativement complexe et je pense que c'est une barrière à l'entrée. Chacun son avis sur les CBDC, vous pouvez très bien être contre, vous avez le droit littéralement d'être contre. Voilà, il n'y a aucun problème avec ça. Si vous pensez que c'est quelque chose qui va vous enlever de la liberté, etc., c'est complètement possible. On va maintenant passer à l'order flow. Order flow, et là du coup on va regarder le carnet d'ordre. Vous voyez, je vous avais dit qu'il n'y avait rien pour stopper le prix, et d'ailleurs on est rentré comme dans du beurre là ici sur toute cette zone là. Là on commence à avoir un petit peu des endroits où ça va vendre, et vous voyez que les ordres ici se placent beaucoup autour du prix, hein, bien évidemment. Quand il y a des mouvements comme ça, vous avez des gens qui veulent acheter des petits dips ou en tout cas rentrer dans le train à moindre frais sur une petite correction derrière et à la hausse. Vous avez aussi des gens qui disent bon ben moi je sors de ce truc là, j'étais rentré là et je me suis fait peur, donc je sors à break-even par exemple. Donc ça c'est tout à fait possible aussi. Là, on retourne ici sur les options pour voir si le max pain price a bougé. Pas du tout, on est toujours à 40 000. Je vous avais parlé aussi de cette mèche à 46 là qui est un petit peu suspecte. On pourrait penser que quelqu'un a un peu d'argent et peut pousser le prix ou alors a fait un bon call ici, mais il y a quand même une assez grosse mèche, c'est-à-dire que 10% ici a été pris sur un call, comme quoi le BTC allait monter à 46 000. Pour faire très simple, les options, c'est comme un pari. Vous achetez très peu cher les options qui sont très loin du prix, bien entendu. Vous les achetez très peu cher et vous vous assurez, c'est comme une assurance que vous allez pouvoir acheter le BTC à ce prix-là, effectivement. C'est-à-dire que même, comment dire, si le BTC, ici, vous avez pris un call à 46 000, vous l'aurez payé bien moins cher. Vous l'aurez payé, je ne sais pas, je dis une connerie, mais peut-être 10 ou 12 000, votre option. Mais du coup, vous avez pris un pari qui était risqué. Donc, si effectivement le BTC va à 46 000, l'organisme qui a mis en vente cette option sera obligé de vous vendre le BTC que vous aviez acheté à 12 000 pour cette option, que vous avez accepté de pouvoir éventuellement perdre, sera obligé de vous le vendre à 46 000. C'est un contrat. Ici, ben, on est un petit peu en croix du côté de Coinalyze, malheureusement. Heureusement qu'aujourd'hui, j'ai une connexion Internet qui va bien. Donc du coup, ici, et comment on analyse là tout simplement ce rebond. Ici, vous voyez qu'on était majoritairement shorté sur toute cette ligne là. Donc tout ça a été du short et il a été pris instantanément. Là, pour moi, comment dire, la news de Yellen, le tweet de Yellen sort. Donc du coup, ça passe en longue, les gens passent en longue. Augmentation énorme du nombre de contrats, vous voyez, et grosse augmentation du funding. Le funding étant le taux d'intérêt variable qui détermine est-ce qu'il y a une majorité de longueur ou de shorter dans la place, puisque s'il y a une majorité de longueur, vous allez être payé pour shorter, donc vous aurez un funding positif, c'est-à-dire que si vous shortez, vous allez être payé pour ça, vous aurez une différence qui va aller dans votre poche. Donc du coup, voilà, ici, forte augmentation encore une fois en longue, tout ça se fait sur de l'augmentation en longue. Donc du coup, pour moi, soit on décide de prendre ces deux niveaux-là parce qu'il y a une forte demande au spot. Au spot, les gens achètent effectivement, donc ça coûte cher au market maker de venir nettoyer toute cette partie ici d'open interest. Mais ne vous inquiétez pas, cette partie-là sera nettoyée. Donc là, on va probablement devoir faire un dip pour moi au moins jusqu'au, et je vais vous noter ici du coup le niveau, on va le garder en tête. Comme ça restera très très clair. Ici, on a éventuellement
un niveau à prendre en longueur. C'est-à-dire que si on nettoie jusque-là, on nettoie en fait tout le milliard, vous voyez, le milliard 4 qui s'est posé là. Donc on pourrait bien, au niveau order flow en tout cas, refaire un tour au 39 500 avant de éventuellement repartir dans l'autre sens. Ça permettra à beaucoup de shorters de rentrer ici, on viendra les rects dans l'autre sens. Rappelez-vous bien de la loi de Pareto. La loi de Pareto, c'est que, entre guillemets, enfin, c'est une loi qui est relativement universelle, mais là, en l'occurrence, elle s'applique très bien au marché. C'est-à-dire, vous n'allez avoir que 20% de la population qui trade, qui va gagner, et il va falloir rectifier, 80% des gens qui sont intervenants sur ce marché. On continue sur les gros leviers grâce à iBlock. Tac. Hop, j'ai fait le mauvais tiers là. Non, c'est pas grave. Hop, on va prendre tier 2 pour avoir quelque chose d'un petit peu plus lisible. Et donc sur les gros leviers, qu'est-ce qu'on voit? On voit que il y a eu un petit bug là, il nous a pas pris, il a dû bugger un petit peu là. Vous voyez que c'est complètement carré là. Il y a eu, à mon avis, un problème sur les serveurs de iBlock, mais c'est pas grave. On voit qu'ici, on voit tous ces gros niveaux. Vous voyez effectivement de longues qui sont à prendre ici à l'instant T, et on voit aussi qu'on a un petit peu de short au-dessus. Mais moi, pour moi, un petit plus bas autour des 39, entre 39,5 et 40, là, ici, aujourd'hui, maintenant, ou en tout cas à court terme, est plus que plausible. Est-ce que c'est la peine de faire un Kingfisher? Oui, on va y aller, allez, hop. S'il veut bien se mettre à jour. Vidéo qui fait 21 minutes, donc elle va être assez longue, hein, désolé pour ça. Si je ferai l'analyse de Rennes après, dans la foulée. Donc, mais du coup, c'était bien de faire un gros point fondal, là, un petit peu. Vous rappelez-vous que l'important n'est pas de comprendre si le prix est monté ou pas, ou d'acheter une bougie qui monte en se disant ça monte, donc j'achète. L'important, c'est de comprendre pourquoi le prix est monté. Si vous comprenez pourquoi le prix est monté, vous comprenez ce qui pourra l'arrêter. Et pour moi, je le dis souvent, mais vous devez faire vraiment ici, vous devez faire vraiment. Alors voilà, on voit très bien, vous devez faire vraiment votre propre idée, mais aussi vous devez comprendre la narration des bougies, qu'est-ce qu'il y a derrière chaque bougie, de manière aussi à pouvoir réfléchir en se disant bah, si cette narration-là s'annule, c'est la bougie entière qui s'annule. Ici, vous comprenez que là, je vous parlais d'un cluster au 39,5. Bah, vous voyez qu'il est là. Hein, il est même sur Kingfisher, oui, c'est ça, jusqu'à 38,3. Et il est plus important que le prochain cluster à prendre qui sera au 44. Donc, dans l'immédiat, soit on se retourne très rapidement ici, si c'est facile au spot, s'il y a très peu de demandes au spot, si c'est facile pour les market makers qui ont pris ces contrats-là de venir rect les gens qui les ont pris contre eux. À ce moment-là, on n'ira pas toucher à ces bougies-là. Ou alors, on fait un mouvement littéralement jusqu'au 43 800, 44 quasiment ici. Un mouvement jusqu'au 44 et ensuite on se retourne pour nettoyer. Tout ça va dépendre de beaucoup de choses. Bien entendu, vous comprenez que si ici, je vais revenir sur BTC, si jamais ici on fait un mouvement jusqu'au 44, donc je vais vous le matérialiser ici, voilà, on monte et on fait un mouvement ici jusqu'au 44, là, ici exactement, et que là, vous comprenez qu'on est ici dans un haut de range, ce qu'on pourrait appeler une résistance à passer. Donc on peut imaginer que beaucoup de gens vont venir mettre des gros capitaux pour shorter cette histoire, d'accord? À ce moment-là, qu'est-ce que ça voudra dire? Ça voudra dire tout simplement que plutôt que d'aller chercher la poche de liquidité qui est ici au 39, donc là on a des capitaux qui attendent, le prix peut décider de dire ah ben non, je nettoie tout de suite ça là, je nettoie toute cette histoire d'abord et donc là refaire un short squeeze dans l'autre sens. Donc moi personnellement, ce que je préférerais, en tout cas en tant qu'investisseur, ça serait qu'on vienne d'abord au 40 ici, reprendre les 40 et ensuite qu'on vienne prendre cette poche plus tard. Ça me rassurerait qu'on nettoie cette grosse poche au 39 avant d'aller au 44. Voilà, vous avez compris un petit peu l'idée ici. J'espère que je suis cohérent, que vous comprenez bien mes propos ici. Là, dans les news, on a de la news Russie principalement. Voilà, pas grand-chose ici sur les news sur Wall Street Journal et sur MarketWatch. On nous annonce d'acheter des actions qui sont dans le clean energy, dans les énergies propres, etc. Voilà, et le fameux décret de Biden qui est sorti, qui aujourd'hui est sorti. Hein. Je vous parlais tout à l'heure de la fausse manip de Janet Yellen qui a tweeté trop tôt et ensuite a supprimé son tweet. Mais là, ça y est, aujourd'hui, le décret est sorti.
Donc voilà, bon, bah, ça, j'ai déjà expliqué un petit peu cette histoire, donc on va passer dessus. Maintenant, on passe à l'analyse de Rennes. Alors, Rennes, je l'ai quelque part. Eh ben non, du coup, je l'ai perdu ici, mais c'est pas grave, on va aller le rechercher. Euh, Rennes, Tether, oui, c'est ça. Voilà. J'ai déjà commencé un petit peu à faire l'analyse pour vous. Alors, tout simplement, ici, on pourrait noter une trendline entre ces trois sommets. Et on va d'abord, bien entendu, étudier la localisation. La localisation, pour l'instant, au niveau trendline, en tout cas, on n'est pas de l'autre côté de cette trendline. Vous savez que nous, ce qu'on aime, c'est avoir une structure de l'autre côté de la trendline. Pour l'instant, on n'y est pas. Par contre, on a cette ligne d'axe, là, vous voyez ici, qui détermine bien la tendance. Je ne sais pas si vous comprenez, mais ici, là, oh, on n'arrive pas à passer. Là, on passe dessus. Elle sert de résistance. Là, on la transperce. On revient la tester, etc. Enfin, c'est une ligne d'axe qui est quand même relativement puissante. Et ça, par contre, on est passé là, à l'instant T, de l'autre côté. Une ligne d'axe n'a pas du tout la même valeur qu'une droite de tendance, mais quand même, on peut quand même lui donner un petit peu de crédit. Donc, voilà. À partir de là, donc, pour la localisation, a priori, c'est non. Mais on regarde la zone de rechargement, parce que ça peut nous donner aussi une raison de localisation qui peut être plutôt bonne. Donc on va ici se mettre au plus bas de Mars jusqu'à la TH, et vous voyez qu'on est sous la zone de rechargement long terme. Donc là, ici, elle irait des 0,618 au 0,786, et c'est une zone d'achat. Donc ici, vous comprenez qu'on est en dessous. Donc on est un petit peu dans une zone où c'est encore mieux qu'une zone de rechargement, entre guillemets. Donc ça peut nous dire, ah, ce truc est vraiment sous-évalué. Peut-être qu'il y a quelque chose d'intéressant à faire là-dessus. Ensuite, donc au niveau de localisation, c'est un non, mais tiens, on est en dessous de la zone de rechargement. Donc point très intéressant pour acheter. Ici, au niveau des indicateurs, donc là, on regarde un petit peu le momentum. Le momentum, on voit que il n'y a pas vraiment de divergence haussière, encore que non, là, il n'y a pas eu de plus bas. Donc, si là, on avait eu, vous comprenez, un RSI qui monte sous le prix et un prix qui descend ici sous le prix, on aurait une divergence haussière. Là, ce n'est pas le cas. Donc, momentum, a priori, en tout cas sur le RSI, c'est plutôt un non. Par contre, on a un momentum assez joli, vous voyez ici, qu'on est en train de potentiellement créer un W, là, ici, sur le momentum. Vous comprenez que là, on était en train de faire ça, et là, le prix est en train de se retourner. Donc, on pourrait attendre en momentum le fait de faire un nouveau plus haut ici à l'achat, sur les zones d'achat. Et vous comprenez qu'ici, il y a une divergence haussière aussi sur le momentum, puisque cette bosse-là est plus petite et plus grande que celle-ci. Donc, le mouvement à la vente qui est matérialisé ici est plus important en termes de force que celui qui est matérialisé là. Il faut le voir un petit peu comme un ballon qui rebondit de moins en moins, c'est-à-dire là, on perd de la force vendeuse. Sur le money flow, c'est très joli aussi, c'est-à-dire qu'on est à la fin d'un cycle, vous comprenez, ici le money flow, c'est ce que je regarde en vert et en rouge sur le market cipher, et vous voyez que là, l'argent arrête de sortir de ce projet, donc très bon momentum. Et sur l'OBV, si on regarde la totalité du mouvement, on voit que l'OBV est croissant malgré un prix décroissant. Donc ça, c'est plutôt bon aussi. Ça veut dire que ce projet est accumulé. Donc, est-ce qu'on a une localisation donc, on a dit non, mais est-ce qu'on a une structure? On a un joli début de structure ici, où vous voyez qu'on a fait un W ici, qui est une structure de retournement. Tac, 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 voilà, ici. Où donc, en fait, ici, vous comprenez qu'on casse un W là, et on est potentiellement en train d'en casser un deuxième ici. Donc ça nous fait une sorte de round bottom, un double bottom même ici, vous voyez ici et là, on a deux creux, un petit peu comme on a sur beaucoup d'alt en ce moment de toute façon. Pourquoi je vous montre ça? Je vous ai expliqué tout à l'heure qu'on est en Bitcoin season, et donc du coup, en Bitcoin season, il faut investir dans les alts, hein. Ne soyez pas débiles. Enfin, ne soyez pas débiles, excusez-moi du terme, mais bien entendu, c'est pas le moment d'acheter du Bitcoin. Là, maintenant, en tout cas, si vous voulez investir, il faut plutôt investir sur des alts aujourd'hui, parce que on va à un moment donné rentrer en alcool season, et là, il faudra vendre vos alts contre du Bitcoin, hein. Vous comprenez, il faut faire l'inverse de ce que vous disent les indicateurs. J'espère que tout ça est bien compris aussi. Donc du coup, j'ai dit localisation, oui mais, et maintenant il nous reste à étudier la structure, et la structure elle est plutôt bonne aussi, donc ce sera plutôt un oui. Donc on a quasiment un oui là sur les trois indicateurs. Maintenant on a fait l'analyse technique, on va aller étudier maintenant le fondamental de Rennes. Donc qu'est-ce que Rennes? On va aller sur Messari. Déjà, est-ce qu'il y a des fonds d'investissement dessus? Vous comprenez que là, je suis allé sur Messari, j'ai cliqué sur profil et investisseurs. Et oui, il y a énormément de fonds d'investissement sur Rennes. Qu'est-ce que Rennes maintenant? Rennes, c'est relativement simple. Oui, c'est relativement simple.
En fait, c'est un petit peu du cross-chain, c'est-à-dire que vous passez d'une blockchain à une autre et ça donne une interopérabilité à la finance décentralisée. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que tout simplement, c'est un protocole qui vous permet de rester caché, c'est-à-dire que c'est totalement anonyme, mais de mettre en collatéral des Ethereum que vous n'avez pas, alors que vous les avez switchés pour du Bitcoin. Je m'explique et j'espère qu'on ne va pas non plus, comment dire, faire 50 000 explications sur Rennes. Mais en gros, ici, par exemple, on va prendre un exemple très simple et on va en prendre qu'un seul. Je veux utiliser mon BTC sur la blockchain Ethereum, par exemple le mettre en collatéral. J'envoie mon BTC et je demande à Rennes, au protocole Rennes, de le transformer comme une sorte de NFT, de le minter en ETH. Donc du coup, eux prennent cette garantie et en fait les plateformes qui utilisent Rennes, du coup, ont accepté que Rennes prenne cette garantie-là. Et donc, du coup, après, je me retrouve avec un Ethereum que je peux utiliser comme un Ethereum sur un protocole de DeFi. Donc, ça, c'est très intéressant. C'est un petit peu comme un taux de change. Vous allez payer des fees, bien entendu. Et là, j'aimerais bien retrouver la page d'accueil. Et vous voyez que pour l'instant, les blockchains qui acceptent tout ça sont Kyber Network, Loopring, Uniswap, MyEtherWallet, Crypto.com, la Binance Smart Chain, le OneInch. Voilà, on commence à avoir un petit peu du gros partenariat. Et donc, ça veut dire qu'ils acceptent ce protocole. Coinbase, CoinGecko, etc. Voilà. Tout cela, le Curve, évidemment, gros protocole de DeFi. Voilà. Tout cela accepte, bien entendu, le protocole REN pour pouvoir mettre en collatéral une monnaie que vous n'avez pas. Ça peut aussi ça peut aussi servir d'échange, c'est-à-dire que vous vendez autre chose qu'un asset que vous avez, vous n'avez pas nécessairement l'obligation. En fait, c'est du cross-chain, c'est vraiment voilà, de l'interopérabilité. Voilà. Je ne suis pas, moi, développeur ou quoi que ce soit, je ne suis pas un pro du Fonda, mais vous comprenez un petit peu l'idée ici. Imaginez que vous puissiez mettre n'importe quoi en collatéral pour simplement, voilà, encore une fois, je ne suis pas vraiment un pro des maths, mais vous pouvez imaginer qu'est-ce qui fait plaisir aujourd'hui, c'est tout simplement un endroit où vous ayez une interopérabilité entre toutes les blockchains. Donc on a fait le fondamental, maintenant on va faire le sentiment sur Rennes, et après on ira faire les prises de profit. Donc sentiment sur Rennes, il est très bon, vous voyez bullish sentiment, social engagement, etc. Sur Lunar Crush, on est vraiment en train de crever le plafond en ce moment sur Rennes, sur le sentiment bullish là-dessus. Attention un petit peu à ça. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire, moi j'aime bien plutôt aller sur des trucs qui sont pas très. Beaucoup de gens parlent de Rennes en ce moment, donc attention à ça. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que est-ce qu'on serait pas en train de vous distribuer dans les dents et de faire rentrer des particuliers sur un projet qui, de toute façon, ici est déjà, comment dire, a déjà atteint son top. Ici, vous voyez que le projet, si je comprends bien, est 100% dilué, ou quasiment, presque, hein. On a encore 100 000 rennes à sortir, et après, c'est fini. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a la charte en entier et on peut voir que Rennes est numéro 141 dans la market cap, donc ça en laisse un petit peu sous le pied pour pouvoir passer des niveaux de profit relativement importants. Les niveaux de profit, on va les faire ensemble là tout de suite. Et ben, tout simplement, on va prendre un Fibonacci de retracement, de prolongation de la tendance. On se met en mars. Le plus haut qui était en février 2021 ici pour Rennes et le plus bas ici de cette histoire on va même en mettre deux puisqu'on a deux pics, ça sera encore plus cohérent. Donc on va en mettre deux et on va prendre encore une fois un deuxième ici et qui lui par contre va analyser le deuxième pic. Donc le plus bas, le plus haut et le plus bas suivant. D'accord? Donc, à partir de là, si vous rentrez ici sur Rennes, quels seront les niveaux à prendre éventuellement en Fibonacci? On aura les 100%, on aura les 1,618. Vous comprenez que je me mets légèrement en dessous à chaque fois pour les prises de profit, parce que si tout le monde fait pareil, donc du coup, bien entendu, c'est plus intéressant de faire comme ça. Là, vous voyez que j'ai analysé le deuxième Fibo, celui du mouvement le plus récent, mais on a des confluences hein, ici, tac, tac. Ici, confluence 0,618 et les 100%, etc. Et puis ensuite, selon votre psychologie, et on a le niveau le plus fort qui est à 4,74 $. Donc un x10 par rapport à ici. Selon votre psychologie, ensuite, vous prendrez plus de profit ici, etc. Là, on a 5 barres. Vous pouvez faire 20% à chaque fois, mais vous pouvez aussi dire, ah bah tiens, là, je vais me rembourser mon investissement à 100% en vendant la moitié, par exemple, de mon bag.
Après, vous tournerez avec du REN gratuit. C'est aussi ce qu'on appelle du SHAD, Sell Half at Double. Sell Half at Double, ça veut dire dès que mon asset a fait x2, je vends la moitié de mon bag de manière à sortir de cette histoire, en tout cas mon investissement initial. Donc on continue ici sur Rennes. Les niveaux de profit, donc je disais un 4,74. Là, on va sur Market Cap Off. On met à la place du Rennes, Rennes, il est là. Hop, et on dit que donc Rennes prend la market cap, on va le mettre dans un. Il est 141e, on va le mettre en bas du top 50 pour voir ce que ça dit, à la place de Tezos, 2,76 $, donc on n'y est pas encore. Donc il faudrait, on sait que Rennes fasse au minimum un top 30, je pense. Au KB, oui, voilà, c'est un top 30, 4,76 $ pour rentrer dans les prises de profit qu'on s'était données. À market cap égal, vous avez compris que la market cap est un gâteau qui peut augmenter, qui peut doubler à partir de là. Donc 4 trillions de market cap, c'est pas du tout déconnant. Donc là, à ce moment-là, ça voudrait dire un top 60 pour Rennes à la SERP. Hein, on n'est pas non plus là dans l'exactitude absolue. Donc un top 60 si la market cap double ou un top 30 si la market cap reste égale, ça paraît quand même un petit peu présomptueux de penser que Rennes va aller chercher pour moi ces niveaux-là. Moi, j'aurais tendance à dire, mais c'est personnel, encore une fois, ça dépend de ma psychologie. On aurait la possibilité de le faire, hein, on aurait sous le pied suffisamment pour ici aller prendre ces profits-là, c'est totalement possible. Néanmoins, bon, moi, avec ma psychologie, j'ai tendance à plutôt préférer que mon capital tourne beaucoup et à pas rester sur des coins trop longtemps. Enfin, trop longtemps, là, on parle potentiellement de un an ou deux, hein, si on va chercher ces niveaux-là. Voilà. En tout cas, voilà. Est-ce que Rennes serait intéressant pour un trade? Et c'est la dernière chose qu'on va regarder. Avant ça, on va regarder le volume profile. Vous voyez qu'ici, on est un petit peu. On ne veut pas re-rentrer ici dans cette zone où il y a eu assez peu de business. Hein. On voit qu'ici, on l'a traversé relativement vite. Il y a eu très peu de business dans cette zone. Donc, on a ici quand même un joli support à cet endroit-là. Et si jamais on voulait rentrer sur un trade ici, donc à l'instant T, bon, allez, on va dire à la formation de la structure ici. Moi, personnellement, j'aurais tendance à mettre mon short à peu près par là, à vouloir le mettre à peu près par là, en tout cas. C'est-à-dire un endroit où il y a ici eu pas mal de supports. Si même ça nous donne un joli ratio, on pourra essayer de le mettre sous cette grosse zone de consolidation, là ici, où il y a eu probablement une grosse accumulation. Et aller chercher là ici, par exemple, les 100%, ça fait un trade de 2,91, c'est excellent. 3 pour 1 pour un trade, c'est excellent. C'est-à-dire, je risque 1 pour gagner 3. À partir de là, on pourrait regarder aussi, et du coup, je vais enlever ce pivot-là, on pourrait regarder tout simplement où se trouve la zone de rechargement ici de cette histoire, de short. Sur le dernier rebond ici, la zone de rechargement de short se retrouve ici, c'est-à-dire entre les 0,786 et les 0,618. C'est une zone de vente. Voilà. Donc du coup, si jamais on voulait faire un trade où on prend profit dans cette zone, pour être vraiment sûr que on irait, on aurait 1,90. Donc il faudrait, pour atteindre les 2 pour 1, moi je ne trade que des 2 pour 1, légèrement remonter son stop et se retrouver avec un stop un peu plus exposé. C'est-à-dire qu'on perdrait ici cette zone de consolidation, là où il y a eu beaucoup de volume, vous le voyez ici. Donc on la perdrait un petit peu. Donc ça, c'est un petit peu, ça chagrine un peu. Moi, personnellement, dans mes préférences, on serait plutôt par là. Donc, ça nous obligerait à prendre profit quasiment en haut pour avoir un trade de 2 pour 1 ici de la zone de rechargement de short. Mais pourquoi pas? Donc, ici, au 1,07 $, on prendrait profit. Soit un trade de quasiment x3, hein, il est à 0,40, donc ouais, x2,5. x2,5 sur un trade, c'est relativement excellent. Hein, c'est-à-dire que ça nous mettrait un trade où on fait du 50%, c'est ça, x2,5 à peu près. Donc vous avez compris ici que c'est plutôt sexy cette histoire. Alors bien évidemment, c'est contre nature. Hein. Vous allez me dire, mais non, la charte là, elle descend, elle est pas belle, pardon. Elle est pas belle, elle descend. Ben, c'est ça qu'on cherche, hein, justement. Hein. Dans l'idéal, on cherche quelque chose qui est fortement descendu et qui est ici en phase de latéralisation, exactement comme ce que nous montre la charte de Rennes là à l'instant T1. Donc c'est horizontal. On achète de l'horizontalité, on revend de la verticalité. C'est tout le principe. Si jamais on veut rentrer sur un asset en investissement, on le fait en DCA ou alors on le fait dans des niveaux très intéressants, c'est-à-dire sous une zone de rechargement, exactement comme c'est le cas ici. Voilà, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Donc on a vu ensemble un petit peu la méthode aussi que j'utilise moi pour analyser les altcoins. Ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait, donc j'étais un petit peu rouillé autant pour moi. Mais on va en faire de plus en plus. Pourquoi? Parce que tout simplement c'était la Bitcoin season, parce qu'on a une jolie configuration aussi de retournement sur Bitcoin. Donc j'étais pas très à l'aise de vous présenter des altcoins qui pouvaient corriger de 70%
au moment où Bitcoin était un petit peu sur la sellette en danger, et il l'est toujours, hein. Comprenez bien que, bien entendu, c'est votre argent. Faites aussi avec votre psychologie, c'est très important. Faites vraiment, ne faites pas du copy trading, c'est-à-dire n'investissez pas sur REN, parce que je vous ai dit d'investir sur REN, allez faire vos recherches, etc. Et ne copiez pas, ne copiez-collez pas mes niveaux de profit à moi, définissez un petit peu aussi votre manière de faire. Néanmoins, moi, j'aurais tendance à prendre profit, en tout cas avant, bien avant les 4 dollars, peut-être à 3 dollars. Et x10 sur un asset, c'est déjà beaucoup, hein. Là, on serait à x7, x8. C'est vraiment excellent en termes d'investissement. Bien entendu, c'est risqué. Après, pour moi, on n'ira jamais ici sous la barre des 0,07. Donc, du coup, le risque que vous prenez, si vous ne mettez pas de stop loss, parce que moi, personnellement, je ne mets pas de stop loss sur mes investissements, je mets des stop loss sur mes trades, mais pas sur mes investissements. Le risque que vous prenez est de vous prendre une nouvelle baffe à moins 70% encore dessous. Là, on a quand même eu un support quand même très, très important. Vous l'avez compris, hein, ici, tout ça est un support, là, voilà, très important. Donc, du coup, vous avez aussi des bonnes chances que REN n'aille pas sur les 0,24, c'est-à-dire une perte de 20 ou 25% à partir du moment où vous rentrez là-dessus. Encore une fois, faites-vous votre propre psychologie. Apprenez à pratiquer l'oblique, les lignes de tendance, etc., à pratiquer l'horizontal, les supports. Voilà, apprenez un petit peu tout ça. N'hésitez vraiment surtout pas. Ici, on pourrait se dire qu'il ne faut pas rentrer parce que ce truc a pris 15%. Mais finalement, quand on regarde toute la charte en entier, elle est vraiment plutôt jolie. Là, vous voyez qu'on a une résistance quand même, hein, bien entendu, à la TH. Donc, potentiellement ici, prendre une jolie part de profit. Encore une fois, comme je vous disais, moi, j'aime beaucoup faire ça. C'est-à-dire que là, on aura fait un x3 et demi, quelque chose comme ça, ouais, x3. x3, x3 26. Donc, du coup, ici, rembourser, déjà récupérer votre investissement initial est très très bon parce qu'après pour la psychologie vous vous dites bah, de toute façon c'est gratuit, vous pouvez rester ad vitam aeternam sur ce truc là parce que c'est du REN gratuit que vous avez eu. Donc à partir du moment où on fait un nouvel ATH, votre REN sera gratuit et même si vous décidez de vendre tout simplement à x2, c'est-à-dire au 0,80, donc à peu près par là, vous vendez la moitié de votre bague ici. Et là, du coup, à peu près par ici, voilà, 0,80, ils sont là. Vous vendez la moitié de votre bague ici, bah, vous avez eu du grain gratuit aussi. Vous n'en aurez eu que la moitié, effectivement, mais il ne faut pas être trop avare dans le domaine des cryptos. C'est l'avarice qui vous perdra si jamais vous l'êtes trop. Donc, prenez des profits quand c'est le moment de le faire. C'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente soirée à tous. On va attaquer avec le commentaire à la con du jour. Et du coup, j'ai mon petit mème de Travolta pour présenter ce commentaire à la con là maintenant. Donc du coup, commentaire à la con, et ben on va dire que si vous avez réussi à regarder cette vidéo ici jusqu'à la fin, n'hésitez pas à mettre en commentaire votre pointure de chaussures, quelle est votre pointure de chaussures, pointure et éventuellement marque des chaussures actuelles que vous avez, y compris chaussons sont acceptés et les tongs aussi. Donc c'est tout pour moi aujourd'hui, je vous souhaite une excellente soirée à tous. N'hésitez surtout pas, si le contenu vous plaît, à vous abonner, activer la cloche des notifications, nous rejoindre sur le Discord qui est de plus en plus actif et puis mettre un like, un commentaire sympa, ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite une excellente soirée et merci de m'avoir suivi pendant 42 minutes 52. À bientôt.